Merci. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une structure qu'on pourrait assimiler effectivement à un artiste Run Space. Donc, je vais vous faire un petit historique de cette association, puisque c'est une association au départ, qu'on a créée donc avec plusieurs personnes dans un petit village à côté de Reims qui s'appelle Châtillon-sur-Marne. Donc en 2003, en fait, j'ai rencontré une personne qui se trouvait être dans le village de mes parents, donc à Châtillon-sur-Marne, qui a acheté une maison. Et puis ensuite, il a découvert qu'une partie de cette maison, donc, qui était constituée d'un ancien chai à champagne qui se trouvait dans son jardin, était un bâtiment. Je vais vous montrer des images, celle-ci. Donc était ce lieu qui était destiné à être un théâtre. Puis il a découvert petit à petit l'histoire de cette maison et l'histoire de ce lieu qui se trouvait être en fait le théâtre qui avait été créé par une actrice qui s'appelait Musidora, de son vrai nom Jeanne Roch, et qui a vécu dans ce village, mais qui a aussi incarné la figure de Irma Vep, donc dans les feuilletons Les Vampires, donc, qui était une série de films faits par Louis Feuillade et qui ont été filmés dans les années... le début de la série a commencé en 1915. Donc, Musidora, cette actrice, avait décidé de faire de ce lieu un lieu de rencontre artistique où elle invitait des personnalités de l'époque, ou à parler, ou à jouer autour du théâtre. Il y avait notamment des cours, mais on n'a pas une information complète par rapport à l'activité qui pouvait se passer sur place. Il faut juste savoir que donc, la figure de Musidora, ensuite, est devenue une figure importante, notamment pour les surréalistes. Donc, l'histoire des vampires de Feuillade, c'est une série d'épisodes qui ont été réalisés en s'inspirant en fait des épisodes qu'on pouvait avoir dans les journaux, où chaque semaine était racontée une histoire avec une cohérence entre chaque épisode. Et donc les vampires décrivent en fait cette société secrète qui était une sorte de groupe anarchiste qui luttait contre la bourgeoisie. Donc, et où donc Irma Vep incarnait une sorte de figure importante du groupe, mais elle avait une espèce de double vie, un peu à l'image des héros comme Superman, voilà, qui ont une vie de journaliste et puis de super-héros. Elle avait aussi cette figure d'actrice elle-même dans le film, puis de figure importante de ce groupe anarchiste. Donc voilà, ce lieu, donc ça a été d'abord, donc on a pensé à créer cette association pour faire de ce lieu un lieu d'exposition assez vite, de par la configuration du lieu, mais aussi l'intérêt qu'un groupe de personnes avait pour cette histoire, en fait, qui était quand même très particulière. Je vais vous montrer d'autres petites choses. Voilà, donc d'abord on s'est... Donc ça c'est le site dans lequel vous pouvez trouver un petit peu toutes les expositions qu'on a faites. Donc on a commencé en 2004, donc en pensant ce lieu d'abord
avant d'être un lieu d'exposition, un lieu d'expérimentation, et de pouvoir y inviter en fait des gens qu'on pouvait rencontrer sur nos parcours respectifs. Comment dire, le groupe de personnes qui ont créé à la base Irmavep, donc c'est un groupe qui comportait des artistes, mais aussi des commissaires ou des gens actifs dans l'art, et qui allaient et venaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un groupe constitué, et tout le monde se réfugiait, on peut dire, un petit peu derrière l'étiquette d'Irmavep, sans savoir qui présidait ou décidait en fait, des expositions, et chacun était libre d'apporter des propositions d'artistes ou d'expositions, et ensuite c'était discuté en groupe, puis on établissait la programmation. Alors on a eu une activité donc dans ce lieu de 2004 à 2008, où on faisait en fait 2 expositions par an, une on va dire à l'arrivée de l'été, et puis une en septembre. Donc je peux vous montrer un peu des images. Donc voilà, ça c'est une des premières expositions qu'on a faites, donc qui est une exposition de Jordan Wolfson, qui est un artiste new-yorkais que j'avais rencontré à New York et qu'on a invité à faire cette installation. Donc qui consistait, je vous décris un petit peu la pièce, donc qui s'appelait Nostalgia is Fear, donc une voiture qui se trouvait être dans le théâtre, qu'on a fait rentrer dans le théâtre. Et donc le théâtre était complètement plongé dans le noir, on avait simplement le phare de cette voiture allumée et la portière entrouverte, et on entendait la radio qui diffusait une sorte de compilation de musique qu'il avait choisie et orchestrée. Et donc cette machine qu'on peut apercevoir au fond de l'image, qui était une machine à neige qu'on peut utiliser dans le cinéma et qui faisait neiger sur la voiture. Donc on avait une espèce d'image un peu hollywoodienne ou romantique d'une voiture abandonnée. Donc ça c'était un des premiers projets qu'on a fait. Donc à cette occasion, en fait, puisque le théâtre était privé dans un très mauvais état, ça nous a permis de remettre en état le théâtre, de le peindre en blanc, de fermer les fenêtres, d'y faire rentrer cette voiture et donc de créer une ouverture afin qu'on puisse faire rentrer et sortir des œuvres. Donc tout à l'heure on a parlé beaucoup du financement de ce type de structure, comme les centres d'art et les choses comme ça. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand on a imaginé ce lieu, on n'avait pas du tout de financement. Donc même cette première exposition, elle a été financée de notre poche. C'est-à-dire que lui a payé son billet d'avion, on l'a accueilli, chacun a trouvé un pot de peinture, et on a créé cette chose-là sans avoir en tête une certaine forme de rentabilité, qu'elle soit au niveau du public ou simplement que les comptes soient équilibrés dans l'association. L'idée, c'était vraiment de créer des événements et de penser aussi ce lieu comme quelque chose de différent. Et donc, petit à petit, avec les différentes expositions, donc vous voyez ici une exposition de Guillaume Leblond, je vais regarder si ça marche. Donc on a changé de nom assez récemment, mais au départ on s'appelait Irmavep Lab, avec cette idée de créer une sorte de laboratoire d'expérimentation. Ça c'est l'ancien site, à l'époque on s'appelait Irmavep Lab, donc c'est un peu resté en jachère, on va dire. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui. Donc voilà, ça c'est... donc assez vite, on a mis en place en fait des invitations à des artistes, et on a aussi mis en place un système de bus, par exemple, pour accueillir les gens de Paris, avec cette idée qu'on proposait un modèle un peu différent, c'est-à-dire que se trouvant dans une campagne assez éloignée, on amenait les gens à nous,
et que c'était aussi un lieu de rencontre particulier qui se trouvait être donc à la campagne, et assez vite on a aussi cherché à trouver des financements pour pouvoir payer un petit peu cette structure. Donc sachant qu'on était une association, on a cherché des financements auprès évidemment de la DRAC, de la région, de la commune. Donc il y a tout un système de subventions possibles qui s'était mis en place, bien que par la suite il ait été assez lourd, on va dire. Ça, voilà. Donc voilà, l'idée c'était aussi de faire un solo show par an, puis une exposition de groupe pour laquelle on invitait un commissaire extérieur qui venait non pas prendre le commissariat, mais travailler avec nous de manière à concevoir des expositions. Donc voilà. Là, on a une vue du théâtre, donc avec une pièce au fond, le wall drawing, qui est une pièce de Ulla von Brandenburg. Cette sculpture, qui est une sculpture d'Évariste Richer. Et ici, une sculpture de Pascal Bircher. Donc petit à petit, en fait, on s'est structuré en mettant en place comment dire, un site d'abord, mais aussi des invitations qu'on pouvait créer à chaque fois à cette occasion, de manière à donner un peu une sorte de cohérence, structurer pour nous le lieu et avoir une visibilité qui soit évidemment au-delà de cette question locale, même si elle était importante, et qu'ensuite on a eu tout cet aspect éducatif ou pédagogique avec les écoles aux alentours et les visites notamment des écoles qui nous permettaient aussi d'avoir un certain chiffre de visiteurs et qui permettaient aussi de donner une sorte de crédibilité auprès des financeurs. Donc je vous montre un peu rapidement, vous pourrez aussi jeter un œil sur le site, parce que je vais revenir aussi à nos activités les plus récentes, mais là ça vous donne un peu une idée de la manière dont on a transformé ce lieu. Donc voilà, c'est passé aussi par des choses assez simples, comme la peinture, peindre tout en blanc, et puis voilà, créer un espace un peu particulier, même si l'architecture elle-même était assez particulière avec cette histoire de cette maison, donc très ancrée dans une idée de transmission ou de dialogue autour de la création. Donc là, vous avez aussi une œuvre de Aurélien Froment qui s'appelle Inventaire de succession. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais c'est un cadre où en fait apparaissent les diverses figures d'Irma Vep, c'est-à-dire l'actrice elle-même à la base, Jeanne Roch, puis une image de Musidora, puis une image d'Irma Vep, puis ensuite tous les acteurs et actrices qui ont incarné Irma Vep au cinéma, puisqu'il y a eu des films réalisés, notamment le film d'Assayas autour d'Irma Vep. Donc voilà, après, notre idée quand même, et la manière dont on invitait les gens, pour nous c'était quand même assez important d'inviter des gens qui soient pas forcément des amis directs, mais des gens qu'on allait rencontrer et des connaissances. Nous on a toujours voulu travailler aussi avec cette idée qu'à l'époque, quand on a créé Irma Vep, le réseau des artistes, disons, de ma génération était quelque chose d'un peu éparse, ça l'est toujours,
mais avec cette idée qu'on allait prendre des modèles qui ne se trouvaient pas être forcément le modèle français tel qu'on le connaissait à l'époque, c'est-à-dire avec des gens très disséminés, avec peu de relations, mais qu'on pouvait s'inspirer d'autres modèles qui étaient notamment, par exemple, puisqu'on est dans une école, il faut savoir que les étudiants, par exemple en Allemagne, se réunissent assez vite autour de collectifs ou de groupes d'artistes, et que c'est aussi un modèle de structure qui permet comment dire, à chacun de se réaliser, soit dans une carrière d'artiste, soit on va dire, de continuer le parcours après les études, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident en France, où chacun pense, où on a l'impression qu'il y a cette idée que chacun va faire son chemin seul, sans penser qu'il y a une chose quand même assez importante, c'est que le soutien des autres et le soutien entre soi, entre artistes, est assez important. Donc après, je ne vous décris pas toutes les pièces. Là, on a une pièce de Dov Alouche et Varis Trichet, donc, qui sont aussi, comment dire, par exemple, lorsqu'on a pensé à cette exposition, donc ça c'est une pièce qui s'appelle la Terrella, donc qui est une reproduction d'une machine qui permettait en fait de démontrer le principe des balles, donc une machine qui a été fabriquée dans les années 1917, il me semble, par un scientifique suédois. Donc ils ont reproduit cette machine, et au travers par exemple de cet objet scientifique, ça nous permettait aussi c'est pas ce qui a déterminé le choix, mais ça nous a aidé aussi à communiquer la place de ce lieu à d'autres champs que ceux de l'art directement, aux champs scientifiques, mais aussi éducatifs, puisqu'il y avait toute cette part. Une pièce de Julien Astry, une pièce de Dominique Blais. Donc ensuite, on avait cette idée aussi de pouvoir, ce qui par la suite a créé, a fait aussi qu'on a changé de nom en passant de Irma Web Lab à Irma Web Club, c'est qu'on avait cette idée de créer des sortes de réseaux, notamment en invitant aussi des jeunes commissaires ou des gens qui pouvaient s'occuper d'autres lieux. Par exemple, donc on avait invité Élodie Royer et Johan Gourmel qui s'occupaient de 220 jours, donc qui était un espace qui se trouvait dans le 13e, une sorte de succursale de la galerie GB Agency dans laquelle ils travaillaient, mais ce lieu qui était mis à disposition par la galerie pour qu'eux aient leur activité de commissariat en fait, de manière tout à fait indépendante par rapport à la galerie. Donc eux avaient choisi aussi un modèle qui est un peu différent, puisqu'ils ont dès le départ travaillé avec un groupe d'artistes, de gens qu'ils connaissaient, en reproduisant ce modèle des épisodes, puisque chaque exposition en fait réinvitait les mêmes personnes à travailler et à montrer leur travail différemment, mais aussi dans comment dire, dans la longueur, quoi, puisque l'expérience s'est faite sur 220 jours. Donc ici on a une pièce de Raphaël Zerka. Donc notre idée c'était aussi de les inviter eux à se déplacer, à changer de lieu et toujours à remettre en jeu ces artistes avec qui ils travaillaient. Donc était aussi comment dire, une sorte de modèle différent dans le sens où il ne se présentait pas comme un centre d'art mais comme une expérience, et à la fois il travaillait toujours avec les mêmes artistes, un peu à l'image d'une galerie, sans qu'il y ait les enjeux d'argent par rapport aux œuvres ou leur engagement à représenter ces artistes. Il y a une pièce de Benoît-Marie Morisseau. Alors ce qui s'est passé beaucoup en invitant des gens dans ce lieu, c'est que beaucoup des artistes ont été inspirés par l'histoire d'Irma Vep,
Et on a eu beaucoup d'œuvres en fait, qui faisaient référence à cette histoire. Par exemple, ici, la pièce de Benoît-Marie Morisseau, en fait, qui est une image, alors je ne me rappelle plus bien exactement, voilà. Donc c'est un tableau représentant une salle du musée du Louvre qui se trouve en fait, qui se trouve être une image dans l'un des épisodes des Vampires, où le personnage, enfin un des vampires peut accéder à la pièce où un des personnages dort par ce tableau qui s'abaisse et qui crée une fenêtre dans le mur. Et donc lui, il a reproduit une pièce un peu similaire, mais non pas en mettant cette photo, mais la vue, comment dire, la vue symétrique en fait de l'autre côté. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais la vue en miroir, on va dire. Donc voilà une pièce d'Isabelle Cornaro. Marc Geffriot, Julien Crépieux, Bruno Persin. Donc en fait, dans cette histoire avec Irma Vep, donc on avait cette opportunité aussi que le lieu qu'on investissait appartienne à un propriétaire privé, donc Laurent Giogola, à qui appartenait cette maison et ce théâtre, sachant qu'on était aussi dépendant et indépendant, c'est-à-dire qu'on était dépendant de lui, mais indépendant parce qu'on n'avait pas à payer de loyer, et on avait cette structure qui était déjà en place. Malheureusement, lui, pour des raisons personnelles, a décidé de vendre cette maison. Donc, c'est aussi à cette époque donc voilà, qu'on s'est adressé, par exemple, à la DRAC ou à l'ORCA, à tous ces organismes qui nous finançaient pour pouvoir sauver ce lieu et en fait le mettre en valeur au niveau régional, puisqu'on avait aussi toutes ces connexions avec les écoles et disons l'opportunité d'être financé par la DRAC parce qu'on représentait un modèle très particulier, c'est-à-dire un centre d'art autogéré, en fait un artist space, mais à la campagne, dans un milieu qui n'était pas forcément à même de nous accueillir d'évidence. Mais du coup, donc voilà, malgré nos efforts pour pouvoir faire de ce lieu, pour pouvoir pérenniser le lieu, puisque la maison et ce théâtre ont été vendus à la commune, donc il y avait aussi cette possibilité de poursuivre cette aventure et de pérenniser ce lieu. Donc disons que simplement personne n'a suivi le mouvement. Et ce lieu, aujourd'hui, le théâtre est complètement à l'abandon. Les plafonds sont tombés. Voilà. Ça date de quand, cette fermeture, enfin cette vente de la maison 2008. 2008, sachant que dedans, par exemple, la cheminée qu'on a entreaperçue, elle comporte des sculptures de Musidora originales qui sont dans le bâtiment. Quoi. Donc vous avez eu 4 ans d'activité dans le lieu. Ouais. Et vous, dans ce lieu, comment vous, enfin, outre de l'avoir créé, comment vous l'avez, qu'est-ce que vous situez comment maintenant par rapport à cette initiative? C'est une histoire, vous avez cherché à recréer des choses similaires? Oui, ensuite, nous, on voulait quand même continuer l'aventure. Donc on est venu s'installer à Reims. Un bâtiment qui se trouve pas très loin d'ailleurs des Beaux-Arts, la rue qui est face à la cathédrale, je sais plus, peut-être, je sais plus. Enfin bon, on avait investi et loué un garage automobile en fait, et on s'est installé là, donc on a travaillé un moment à s'installer, puis à faire cette exposition, donc qui était la première exposition où on avait invité donc une commissaire extérieure, Anya Schneider, à faire cette exposition, où elle a invité plusieurs artistes.
sachant que cette exposition en fait a mis fin à toutes les subventions qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que la DRAC a décidé qu'elle n'allait pas se subventionner un centre d'art de plus à Reims puisqu'il y avait le FRAC et que ça ne l'intéressait pas de poursuivre cette aventure puisqu'on n'était plus à la campagne. Donc sur ce, on s'est retrouvé d'une subvention en fait qui était de, je sais pas, quelque chose comme quand même 50 000 € à zéro. Donc on a dû juste écourter notre histoire et la mettre en stand-by pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'on décide en fait plutôt récemment en fait de réouvrir Yerma Web, mais sous une autre forme, une forme que nous on pensait, qu'on pense toujours plus libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrainte de lieu, et on répond simplement à des invitations qui sont extérieures. Donc on est toujours un groupe de gens qui vont et viennent, mais on répond à des invitations. Et donc on a décidé de, vous voyez, donc ça c'est la première exposition qu'on a faite, de penser les choses comme un enchaînement d'expositions, parce qu'on a toujours pensé des expositions comme ça, comme un enchaînement, une histoire qui se raconte. Et donc en 2011, on a fait ce premier livret. Donc chaque exposition maintenant se présente sous la forme d'un livret, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de titre à l'exposition, mais voilà, ça se raconte comme un livre avec des chapitres qui suivent les uns après les autres. Donc ça c'est la première exposition qu'on a faite donc à la galerie Schleicher-Lange qui se trouvait à Paris, rue de Picardie, où sur le même principe on a invité des artistes venant de divers endroits, hein, Marion Le Bollin qui est allemande polonaise, Daniel Gustav Kramer qui est allemand, voilà, Monique Le Sild, Thomas Méret. Donc avec cette idée qu'on allait aussi dans notre programmation mêler des artistes confirmés, mais des artistes aussi très jeunes, et aussi des artistes plus vieux, dont on entend moins parler, mais qui continuent à travailler. Donc voilà, après, avec cette histoire d'économie, puisque tout est aussi une histoire d'économie dans l'apparition des choses, hein, on a pensé un peu le modèle différemment, donc en proposant des expositions aux galeries qu'elles finançaient. Alors, ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que là, dans une galerie privée, on n'a pas de compte à rendre. C'est-à-dire qu'on nous donne les clés et on fait ce qu'on veut. On n'a pas non plus à faire des visites pour cautionner telle ou telle chose. Et on se retrouvait finalement en parfaite liberté, en tout cas dans nos choix d'artistes et dans nos choix de programmation. Thomas Dupuis, qui est passé par l'école aussi. Donc voilà, je vais passer chaque livret. Voilà, livret 2, donc c'est la galerie Art Concept à Paris qui nous a accueillis. Donc on a aussi les choses en créant cette continuité, en ayant des artistes qu'on va réinviter à plusieurs occasions et qui vont créer un fil entre les livrets. L'idée c'était de former ces sortes de chapitres, mais qu'il y ait une lecture qui puisse se faire entre chaque exposition, même si on se déplaçait. Donc je ne vous décris pas chaque œuvre, mais je vous invite à regarder, si vous avez l'occasion, ce site où on a quand même beaucoup d'informations. Donc on avait aussi, pour ces livrets, édité à chaque fois une sorte de journal
qui viendrait former un livre continu où chaque journal viendrait se poser comme un chapitre d'un catalogue. Donc à partir de là, nous on a eu, voilà, lorsque la galerie vendait une œuvre, nous on touchait une partie qui nous permettait d'alimenter et voilà, de pouvoir payer les invitations des artistes notamment, puisque le transport était pris en charge par les galeries, et de trouver une espèce d'économie un peu bricolée, mais qui nous permet toujours une liberté d'action, et en tout cas aucune contrainte de temps ou de lieu. Donc ça, c'est une invitation de la galerie Motive, qui se trouvait être à Amsterdam à l'époque, qui vient de déménager à Bruxelles. Donc on a eu toujours aussi ce souci par rapport à la création au départ de Yerma Web Club. L'idée c'était quand même de resserrer aussi la scène artistique française, qui à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, était un peu éparse comme ça, de pouvoir créer des liens avec des gens dont on pouvait aimer le travail mais qu'on ne connaissait pas forcément, et aussi de connecter cette structure avec des scènes européennes finalement, des gens qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne, et pouvoir comment dire, échanger à un niveau différent de ce qu'on pouvait connaître, bien que tout ça, ça évolue, ça a changé, mais l'idée au départ, c'était quand même de penser ça du point de vue des artistes, c'est-à-dire de nous créer notre structure, mais aussi créer nos liens, et voilà, de chercher aussi des modèles différents qui soient ni le centre d'art ni la galerie, mais de nous prendre en main finalement, parce que à l'époque cette idée d'artist run space, ça avait plutôt, on va dire, une mauvaise réputation en France, parce que lorsqu'on publie un livre à compte d'auteur ou qu'on fait sa propre exposition dans son garage, c'est pas voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple en Allemagne, il y a ces groupes d'artistes qui sortent après l'école, il y a d'autres pensées par rapport à l'idée de se retrouver dans une communauté, et des modèles qu'on voulait essayer en tout cas. Je poursuis, j'ai du temps là, ouais. Donc ça, c'était donc une invitation du musée de Rochechouart, lorsque Olivier Michelon il était directeur. Donc ça, c'était quand même une exposition où on passait dans une catégorie supérieure, on va dire, puisqu'il y a beaucoup de mètres carrés. Et puis on a fait dialoguer aussi les pièces de l'exposition avec les pièces de la collection. Bon, je vous passe les images comme ça, c'est un diaporama. Tu veux me poser une question ? Oui. Peut-être tu voulais encore en présenter ? Non, je voulais dire qu'aussi, par exemple, donc dans ce musée, on a fait aussi un solo show avec Maurice Blosild.
Donc il y a un artiste qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années, qui est aussi, par rapport à cette, comment dire, à cette lecture historique, en fait, notre idée c'était aussi quand même quelque part de prendre en main une partie de cette histoire de l'art, quelle que soit son importance, par exemple en mettant en avant des artistes comme celui-ci, qui a une histoire très particulière, qui n'est pas forcément aujourd'hui montrée et reconnue pour son travail, mais qui a eu une importance dans l'histoire des artistes, qui a pu inspirer notamment des artistes qui se trouvent être autour de moi. Mais voilà, un outil comme celui-là a permis aussi je sais pas comment dire, de créer ces filiations indépendamment des institutions, en fait. Merci. Merci Laurent, déjà. Ce qui me semble vraiment super intéressant dans cette initiative et qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on a entendu de ce que disait Fabiana tout à l'heure, c'est l'espèce de glissement, ne serait-ce que dans le nom qui va de Irma Web Lab à Irma Web Club, du domaine de l'expérimentation comme chose première, et aussi par rapport au lieu, une espèce de matérialité, quelque chose peut-être aussi en lien particulièrement avec le faire, peut-être aussi historiquement, qui va vers le réseau, le langage, l'écrit, la pensée, le livret, et aussi quelque part une dématérialisation de l'initiative. Alors est-ce qu'il y a eu comment est-ce que vous mettriez en lien ce glissement de l'un à l'autre dans l'histoire d'Irma Web? En fait, moi, je peux voir dans Irma Web, parce que peut-être d'autres membres, ils ne voient pas forcément, mais quand même une pensée un peu politique, cette idée d'indépendance. Alors, je sais bien qu'en France, il y a un réseau finalement très établi, même si tout le monde n'en profite pas, mais voilà, il y a un ministère de la Culture, il y a des DRAC, il y a des FRAC, il y a des centres d'art, il y a tout un réseau, un maillage qui existe déjà, mais qui est l'institution. Et notre idée à un moment, on y a été contraint et forcé, mais c'était de repenser la chose, c'est-à-dire de cette dématérialisation, de l'assumer complètement. Après, cette idée du club, le club finalement, bon, il fait penser à des tas de choses, mais les clubs aujourd'hui, c'est des clubs d'influence. Voilà, en fait, c'est plutôt du côté de la politique qu'il faut les voir que du club sympathique. Et pourtant, le mot club, c'est aussi très attaché au lounge, au truc un peu mode. Enfin, ça peut être entendu dans deux autres voilà, sens. Donc, comment vous faites passer la valeur politique au-delà de disons, la valeur politique, elle est là dans l'action. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire quel choix nous on fait, comment on se débrouille. Comment on veut penser les choses, comment on invite les gens, qui on invite, c'est plutôt dans le faire que se dessine la politique, je dirais. Après, voilà, quand on a créé Irma Web Club, bon, on a souvent, assez souvent quand même, on a des mails qui nous retournent, qui nous reviennent, où les gens souhaitent savoir comment ils vont pouvoir prendre part au club. Donc cet effet un peu de rassemblement communautaire ou d'espèce de communauté virtuelle, ça, je ne sais pas comment dire, ça a aussi tous les traits de certaines formes de communication aujourd'hui. Facebook, voilà, l'idée qu'on se retrouve finalement au crée des communautés virtuelles. Donc ça, c'est important pour nous que cette chose existe et qu'il n'y ait pas de visage à ce club. Donc du coup, les outils aussi de cette communication, c'est-à-dire même de ce site qui est finalement une chose centrale par rapport à l'initiative, est-ce que vous faites appel à des graphistes? Est-ce que c'est que les artistes entre eux aussi comment vous faites vivre cette initiative qui est devenue en quelque sorte dématérialisée et surtout déplacée dans l'espace? Par rapport au
on va dire, ce club existe parce que chaque participant fait partie du club. Donc la liste des noms qu'on a là, c'est tous les gens qui ont aidé. Donc par rapport au graphisme aussi, celui qui a mis en place techniquement le site, ou celui qui a choisi la typo, où tout le monde participe, il n'y a pas d'identité par rapport à ça. Je ne sais plus c'était quoi la question. Simplement, comment ça se... Et du coup, quand même, cette manière de penser les choses en livret, les logos qu'on utilise, donc c'est quelque chose quand même d'assez... disons que la communication est primordiale, en fait, puisque sinon rien n'existe. Mais on a aussi... je veux dire, par rapport à ces contraintes qu'on peut avoir lorsqu'il y a un lieu fixe, c'est que nous, on travaille quand on veut, en fait. C'est-à-dire, quand on est invité, on peut répondre à une invitation ou pas, et qu'on n'a pas ces contraintes ni de personnel, ni d'espace. Et en fait, on considère un peu, chacun des participants à Yermaveb considère ça comme une activité annexe, où on se fait plaisir. C'est ça qui est intéressant par rapport aux initiatives qu'avait présentées Fabiana et qui sont plus ancrées, comme peut-être au départ de l'initiative sur le lieu, sur un groupe, sur une initiative aussi sociale, etc. Et où finalement c'est un peu le prix de l'autonomie d'une autre manière tout à fait autre que ce qui se passe au Brésil. Ouais. Après, juste un point là par rapport à savoir comment nous on fonctionne. Donc on a essayé de prendre à plusieurs modèles qui existent, et notamment tous les ans donc, on fait les Jahresgaben qui sont une tradition en fait, surtout des musées en Allemagne, qui font à la veille de Noël en fait une vente d'œuvres financées. Donc nous on a pensé aussi ça. Voilà. En tout cas ça c'est la seule constante qui existe par rapport aux expositions, qui fait que chaque année on invite des artistes à nous. On pense ça aussi comme un commissariat, c'est-à-dire c'est comme une sorte d'exposition virtuelle où on a des objets qui sont en vente et qui nous permettent de financer un peu notre activité. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui. Oui, je voudrais juste dire que c'est Claire Pillot. Je voudrais juste dire que depuis le départ d'Irmaveb, on se sent bien seul en région Champagne-Ardenne. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, le FRAC n'a même plus de lieu d'exposition à Reims. Et que ce propos de l'expérimentation, on a vraiment envie de le porter aussi et beaucoup de difficultés à trouver son incarnation dans la région, à le faire entendre. Donc voilà, je veux dire que c'était une belle aventure pour la Champagne-Ardenne et on en est un peu orphelin. Je voulais aussi te demander, tu as été enseignant, comment tu penses l'articulation éventuelle à la pédagogie? Parce que à travers donc l'expérimentation de l'art, au-delà de la production artistique, mais aussi de sa diffusion, de son accompagnement critique, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as pu porter dans ton enseignement en école d'art, ou est-ce que tu as des propositions à faire qu'on pourrait relever? Alors là, tu parles un peu des connexions finalement entre mon activité d'enseignant et puis l'activité dans Yermaveb. Voilà. Est-ce que ce modèle Artist Run Space peut avoir un effet sur la façon dont tu as enseigné, ou est-ce que tu as des idées après, par rapport à ça? Moi j'ai toujours une approche très informelle des choses, même si elle est plutôt, je sais pas comment dire, rigoureuse, mais en tout cas, par exemple, mon activité d'enseignant, elle m'a permis aussi de rencontrer des gens qui étaient des gens qu'on a suivis, notamment aussi des gens ici à Reims par exemple, de trouver des jeunes artistes qui participent. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses cloisonnées, quoi. C'est-à-dire que Yermaveb a aussi invité des étudiants. On avait aussi tout ce travail par rapport aux écoles, mais aussi la manière dont on présente ces expositions. On a toujours fait des expositions qui se présentaient d'une manière, entre guillemets, facile, c'est-à-dire racontées comme des histoires. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez important, de pouvoir communiquer au travers de la forme du récit, qui est plutôt que des petites notes. Et je ne sais pas comment dire, mais tout ça de manière informelle fait qu'il y a
une approche un peu différente des relations et qui fait qu'il n'y a pas de séparation entre mon enseignement, les gens que je peux rencontrer, mon travail d'artiste, les artistes que je connais, Irma Vep, tout ça c'est sur un même plateau, quoi. Il y a un peu cette volonté qui n'est pas forcément démocratique parce qu'on ne rencontre pas tout le monde, mais que les choses soient fluides. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais... Une autre question? Un petit commentaire et une question en fait. Le commentaire c'est lié à cette question sur comment penser certains outils qu'il avait exposés pour les écoles d'art. Déjà en fait cette idée de penser ou de repenser les filiations des narrations historiographiques, les filiations d'artistes en fait, c'est aussi quelque chose de très important et fondamental dans la construction d'une pédagogie artistique, il me semble. Je prends ça parce que cette possibilité de construire des affinités entre artistes et même de produire des filiations qui ne sont pas forcément les filiations établies en fait historiquement, il me semble quelque chose de très important déjà. Mais je voulais te poser la question sur comment est-ce qu'on prend les décisions? Comment est-ce qu'au sein du club, comment est-ce qu'on décide d'accepter déjà une invitation? Est-ce qu'il y a... Qui se propose? Est-ce que tout le monde y participe? Est-ce qu'il y a... Voilà, comment est-ce que les processus de décision se passent? Après, ça, c'est quelque chose qui a changé, qui a évolué dans le temps, puisque... donc au départ, d'Irma Vep, on était peut-être une dizaine de personnes, dont des gens qui sont ici, hein, Véronique, Cécile, voilà. Donc ensuite, ça se faisait autour de discussions. Alors il y a eu plus ou moins de gens, il y a eu plus ou moins de discussions, mais petit à petit, en fait, soit les gens sont partis, d'autres sont revenus, donc c'est très informel et on veut que ça reste informel aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est Irma Vep et les décisions, elles sont prises par personne et par tout le monde. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu la cuisine interne. Après, voilà, c'est notre... comment dire? On n'a pas... voilà, on n'a pas une profession de foi qui voudrait qu'on ait des décisions démocratiques et que tout le monde soit invité. Notre idée, c'est quand même qu'on puisse avoir une ligne, en tout cas on a quand même défendu des gens plus que d'autres, et voilà, ça crée aussi l'identité du lieu, surtout qu'on n'a plus de lieu. Donc cette identité, elle tient juste à la qualité du programme et aux gens qu'on présente. Donc voilà. Je voudrais juste revenir sur la question de Claire, sur l'artiste Runspace comme modèle de pédagogie. En réalité, là, je suis dans une discussion, c'est pas forcément une question, mais peut-être que tu pourras participer. On ne peut pas matérialiser disons que c'est un sujet de recherche qu'on a entamé depuis 2 ans. 3 ans pratiquement, aussi ponctué par des voyages. Alors comment, la réflexion qu'on pourrait avoir, c'est comment effectivement le sujet peut contaminer la pédagogie à notre niveau. C'est-à-dire que le sujet Artist on Space peut intervenir, peut contaminer notre façon d'enseigner aux étudiants. Alors ça peut passer par beaucoup de choses, mis à part les voyages, mais par beaucoup de choses en termes d'occupation d'un espace, de filiation, etc. Et c'est vrai que cette journée, elle est là aussi pour faire réfléchir sur cette contamination possible et les moyens et ses moyens. Moi, je pense juste par rapport à l'enseignement, la manière dont on enseigne les choses, on apprend aussi. J'ai évoqué un peu l'idée qu'il y a quelque chose de politique dans cette prise de position. C'est aussi d'imaginer qu'aujourd'hui, les artistes peuvent aussi prendre en main ce qui se passe simplement, sans aller jusqu'à l'histoire de l'art, c'est-à-dire ne pas juste attendre de l'institution, des galeries et de tout ce qui se passe, qu'une action se fasse en fait, et qu'il y ait quelque chose
voilà, qu'il y ait une activité qui soit créée, créatrice, de la part des artistes. Et ça, c'est aussi par rapport à la pédagogie ou à l'enseignement, ou comment on transmet en fait ce qui se passe aujourd'hui, quelle expérience on a eue. C'est aussi de penser que des modèles alternatifs, on va dire, entre guillemets, peuvent devenir des vraies structures qui vont vraiment alimenter ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais... Si, moi j'avais justement envie de rebondir là-dessus, sur cette dimension politique qui est, je pense, assez forte justement dans cette initiative, parce que quand on pense à ce qui a été dit ce matin justement par rapport aux notions même de survie en fait sur d'autres continents, qui ont certainement d'autres problématiques que celles que Irma Vep a pu avoir et avec laquelle vous avez dû composer. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une notion commune qui est quand même la question de survie à différents degrés et aussi de visibilité avant tout. Alors tout ça, ça s'ancre dans des perspectives différentes. Moi, j'ai un peu envie de revenir sur cette question de l'affiliation, c'est-à-dire que tout ça, c'est archivé, c'est documenté, mais c'est archivé, donc effectivement, c'est ce qui va rester. Et à partir de là, quel est le poids, aussi le rôle d'espaces tels que les Artist Run Space, qui finalement, comme on le voit, sont des espaces avec des acteurs différents, c'est-à-dire que ce sont des artistes, mais c'est aussi des commissaires, des critiques, des éditeurs. C'est avant tout des plateformes de diffusion, en fait, de programmation. Donc, comment est-ce que on agit en ayant conscience de ça par rapport, effectivement, ne serait-ce que du point de vue de l'histoire de l'art, la question d'une certaine prise de position qui est pas forcément indépendante, mais en tout cas pas indépendante complètement des institutions, mais qui le prend en tout cas comme interlocuteur premier. Moi, j'ai un peu cette idée un peu romantique, en fait, que à un moment de l'histoire de l'art, en tout cas, les artistes faisaient l'histoire de l'art. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tas de relais et de métiers qui apparaissent entre l'artiste et le public. Bon, on a aujourd'hui des collectionneurs qui décident, les institutions, on a des consultants en art, on a des galeries, on a des banques, des investisseurs. Je sais pas, après il y a toute cette image qui est véhiculée autour de l'art, qui consiste à d'abord en faire un secteur d'activité économique, et qui fait que, oui, je sais pas, je pense aux artistes de prendre position. Et ça veut dire aussi de se rassembler sur des intérêts communs. Finalement, on connaît quand même, tous les artistes ont cette idée, voilà, je dis souvent, quand on est artiste, on est condamné à réussir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, sinon on n'existe pas. Ou alors on fait la gravure dans sa cave. Mais finalement, tout le monde veut avoir sa carrière, et je ne sais pas comment dire, mais... Et justement, d'un point de vue peut-être plus personnel, étant donné qu'on est à l'ESSAD de Reims, que Irma Vep, ça s'est passé, ça gravite quand même beaucoup autour aussi de l'histoire. Enfin, il y a des connexions avec cette école. Tu citais Cécile, Véronique, toi-même, Guillaume, tout le monde a un petit peu participé à cette aventure. Et d'un point de vue peut-être plus personnel, en tant qu'ancien étudiant de l'ESSAD de Reims, aujourd'hui, qu'est-ce que, du point de vue de là où tu en es dans ta carrière, je ne sais pas, tu exposais par exemple, tu présentais quelque chose à la Biennale de Venise, ou tu as participé à une programmation récemment à l'occasion des 30 ans du FRAC. Voilà, comment est-ce que tu analyserais le rôle qu'a joué Irma Vep dans ta carrière ? Ça m'a permis d'avoir aussi une pratique de commissaire d'exposition, on peut dire. Parce que j'ai fait beaucoup quand même si les parts respectives dans Irma Vep sont... voilà, on ne sait pas qui c'est, mais moi j'ai participé pas mal à l'organisation de tout ça. Donc
aussi récemment, tu parles de l'invitation des 30 ans des FRAC, donc quand on m'a demandé ça comme commissaire, c'était pas une nouveauté pour moi, enfin j'ai pas eu de difficulté. J'ai plaisir à ça, mais aussi à penser qu'il faut sortir du cadre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les commissaires et les artistes. Pour moi, quelque part, les artistes devraient un peu se prendre en main de temps en temps, et aujourd'hui notamment, quand on pense aux artistes conceptuels qui choisissaient leurs critiques, leurs galeries, qui écrivaient leurs textes, voilà, il y avait un moment où eux se prenaient en main, alors qu'aujourd'hui on est dans un système de catégories où voilà, alors, les gens sont étonnés, ah tu es artiste, mais alors tu es aussi commissaire, oui, enfin, ça me semble indissociable de pouvoir aussi être à même de penser pour les autres l'espace d'exposition, et voilà, je trouve qu'il y a un peu cette part aujourd'hui où l'artiste doit être en charge aussi de pouvoir écrire, de pouvoir... voilà, il faut changer un petit peu cette attitude qui voudrait nous mettre à un endroit où on est le producteur, et ensuite il y a le distributeur et l'acheteur. Donc voilà, prendre un peu les choses inversement. Je pense que ça, c'est une responsabilité qui nous incombe. On ne peut pas dire, voilà, on est dépendant aujourd'hui c'est chercher l'indépendance quelque part. Oui, parce que finalement, aussi bien pour les projets que présentait Fabiana, encore une fois, et celui-ci, on a l'impression que dans un cas comme dans l'autre, ce qui prévaut au départ de ces initiatives, c'est toujours un désir vraiment fort, commun, de plusieurs personnes, plusieurs artistes, de créer quelque chose qui n'a pas forcément d'identité tout de suite très très marquée, et puis que la structuration en quelque sorte elle vient après, c'est-à-dire que aussi l'identité aussi bien de chaque initiative en fonction du lieu ou bien en fonction des personnes qui la constituent, et puis les recherches de financement, etc. Suivent comme une espèce de grande locomotive, et ce qui reste après, ce qui peut être pérennisé selon les conditions aussi de financement, ce qui peut être trouvé, ce qui peut être sur du court terme, du long terme, c'est finalement ce désir toujours qui est le ciment aussi des initiatives. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi à Irma Web, collectivement, de Ouais. pouvoir rester ensemble, en fait? Alors, on ne veut pas rester forcément ensemble. Nous, on revendique aussi la manière dont on travaille, surtout. C'est-à-dire qu'on essaie de fabriquer aussi des manières d'être qui sont différentes de ceux à laquelle on est habitué. Je peux dire quand même que, je sais pas, je pense que c'est plus agréable d'être invité par Irma Web que par la Biennale de Venise. Voilà. Donc, après, c'est un point de vue, c'est pas la même échelle, mais qu'est-ce qu'on veut comme expérience, et qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre, mais qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, est-ce qu'on... C'est bon. Ce qui est assez... ce qu'on peut remarquer, en tout cas, dans les artistes from space, c'est que ça fait souvent histoire. On l'a encore vu, par exemple, en voyage à Buenos Aires. L'artiste from space qu'on a visité, j'ai oublié un peu de nom, mais Rosel Medra, Robert... oui, Roberto, comment? Jacobini. Et ben, c'était la figure historique, on va dire, de Buenos Aires. Et on peut aussi imaginer que Irma Web se fera histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fera référence, en tout cas, des artistes qui se sont organisés autour d'Irma Web. À un moment donné, ça va être lu comme ça, comme un truc qui fait référence, en tout cas, à un moment donné, dans l'histoire on va dire en France, quoi, pour voir large. Irma Web, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est remarquable. On peut voir aux États-Unis aussi les artistes from space, ils font aussi histoire. Enfin, ils rassemblent tout un réseau autour d'eux qui a un pouvoir à un moment donné et qui entre dans l'histoire du pays. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quelque chose d'assez fort et pas anecdotique du tout, les histoires d'artistes from space.
C'est quelque chose qui existe en dehors des institutions et qui, à un moment donné, a un pouvoir. Oui, mais c'est aussi un choix réel de la part des artistes de se rapprocher de tel ou tel autre artiste et de décider quelle famille on forme. Voilà, le club qu'on a créé, nous, il est large, mais tout le monde n'y est pas. Non, mais tu parlais de club d'influence, mais c'est ça, en réalité. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? D'autres questions? Eh bien, alors, c'est peut-être l'heure d'aller se sustenter et de vous retrouver à 14h30. Merci.